Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Si vous êtes encore avec nous, c'est que vous avez bon goût parce que vous avez choisi le meilleur sport du monde. On est de retour pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. On va parler basket, on va parler NBA, mais même si on est en pleine finale NBA, on va essayer de parler d'autres équipes, trouver d'autres sujets. Avec Shai et Antoine, on a décidé d'essayer de déterminer un petit peu les grandes questions qui fâchent et qui ont été révélées notamment par ces playoffs. Alors je ne sais pas, vous aurez peut-être des questions d'ailleurs qui concernent les deux finalistes, je ne sais pas. On ne sait pas quelles questions on a préparées chacun de notre côté. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais m'imposer. Je vais prendre la première question juste pour embêter Antoine notamment, pour lui casser les pieds, parce que je pense qu'il aura des choses à dire. Allez, première question qui fâche, moi, au vu de ces finales NBA, de ces playoffs NBA, Antoine, si t'es Giannis Antetokounmpo, tu préfères avoir Damian Lillard avec toi ou Jrue Holiday? Ah, c'est dur. En fait, là où c'est injuste cette question, c'est que je préfère avoir Jrue Holiday si j'ai aussi Jalen Brown et Jason Tatum. mais je vois bien que tu rends hommage à Jrue Holiday qui est hyper précieux au final. Les Celtics ont gagné la NBA, ils ne sont pas encore champions, mais je vous dis déjà, le moment où ils ont été champions, c'est le moment où c'est de l'été dernier en fait. Brad Stevens en faisant venir Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, deux coups extraordinaires. Et ce qui est très ironique sur le côté Holiday, c'est qu'au final, ils le récupèrent parce que leur plus grand rival à l'Est le lâche. Mais je ne suis pas sûr, par exemple, les Bucks seraient... Alors, ils auraient été meilleurs avec Holiday, pour répondre à ta question sur cette saison, mais pour le simple fait de continuité, je pense. Mais je comprends quand même encore aujourd'hui le move qu'a voulu faire Milwaukee en faisant venir Damian Lillard. La vérité, l'ironie, c'est qu'on ne pouvait pas le faire en lâchant Middleton plutôt qu'Holiday, quoi. C'est ça, la vérité sur cette question, c'est l'an prochain, parce que là, il y a les circonstances atténuantes. On peut dire que les blessures nous ont empêché de voir ce binôme fonctionner à plein, on va dire. Il y a le changement de coach en cours de route. Logiquement, avec Doc Rivers qui est sous contrat jusqu'en 2060, ça ne va pas trop bouger la saison prochaine. Donc, là, ils vont vraiment, les deux ensemble vont être jugés. Je touche du bois pour eux, j'espère qu'il n'y aura pas de blessure de l'un ou de l'autre. On pourra, s'ils gagnent le titre derrière ou qu'ils vont en finale NBA, on pourra se dire ça valait le coup d'être tenté quand même. Mais sur l'instant, c'est sûr, quand on va Jrue Holiday sortir, on enregistre ça là en sortie de Game 2, il a été énorme. Et dans son rôle, il est absolument parfait. Donc ouais, sur l'instant, Milwaukee sont en vacances depuis des lustres, et alors que Boston est là et que Jrue Holiday est une pièce essentielle. Donc sur l'instant, oui. Mais je vais rester prudent pour après, pour donner du crédit, donner le bénéfice du doute à Damian Lillard déjà, parce que c'est lui qui a été la pièce rapportée pour la saison prochaine. Si ça foire la saison prochaine, il n'y aura pas à dire que c'était clairement pas la bonne décision. En fait, alors déjà, oui, je partage votre avis dans le sens où le trade continue de se justifier parce qu'en fait, faut se rappeler que l'idée, c'était même pas tant de renforcer l'équipe, c'était de s'assurer que Giannis allait pas demander un trade. En fait, au moment où il y avait quand même eu un coup de pression assez clair. Mais en fait, ce qui est complètement dingue, c'est que tu dis, il faut qu'on se renforce parce que cette équipe de Boston qui est super forte, et derrière, tu leur donnes la pièce manquante au bout du compte, même si le trade c'était pas un trade entre Milwaukee et Boston, mais au bout du compte, tu leur donnes... parce qu'en fait, si tu as Boston avec juste Jrue Holiday et pas Porzingis, ou juste avec Porzingis mais pas Jrue Holiday, c'est pas la même du tout en fait. C'est ça qui est complètement dingue. Ouais, parce qu'ils roulent pas sur la saison régulière. Enfin, ils roulent pas. Ils roulent peut-être moins sur la saison régulière. Derrière, ils ont peut-être des tours de playoff plus compliqués. Enfin, on sait pas, on saura jamais. Non, mais ils peuvent même pas jouer de la même manière en fait. Oui, aussi. S'ils ont que l'un et pas l'autre. Donc question vraiment dure. C'est vrai que... Alors moi, j'ose croire que cette saison, c'était un petit peu la saison de toutes les galères du côté de Milwaukee, en se disant, Damian, il a été blessé. En même temps, il est souvent blessé. Antetokounmpo, il est blessé au moment des playoffs. Alors d'habitude, il n'est pas tant blessé que ça, mais au bout du compte, sur les deux dernières saisons, c'est quand même ce qui se produit. On a pris un coach qui connaît le chemin pour de la finale comme Mike Pietrus de la belle époque. Je ne sais pas trop comment... Alors, on en parlait un petit peu en off. Antoine, tu disais... Alors, je veux pas
gâcher une autre de tes questions si c'était un Non, autre de j'ai tes pas- trucs, mais Désolé, tu moi, restais j'ai pas quand de même questions. optimiste pour la saison prochaine au sujet de Milwaukee. Je pense qu'il y a des tas de raisons d'être optimiste et en même temps, il y a pas mal de raisons quand même de se demander jusqu'où cette équipe pourra aller. C'était un optimisme pas vraiment fondé. Hein. Là, je fais ça en mode, ah, mais l'an prochain, Yanis Lillard. Franchement, ça dépendra vraiment de ce qu'il y a pendant l'intersaison. J'ai l'impression qu'il faut changer l'effectif. Je pense que là, maintenant que tu as sorti Holiday, bah, faut limite peut-être te séparer de Brook Lopez. Je crois qu'il a un trop gros contrat, en fait. Tu arrives à un moment où si tu veux renforcer ton effectif, je crois que tu peux le faire que en te séparant de Brook Lopez. Donc c'est dommage parce qu'il est utile, hein. Je vois la tête que tu fais, mais je crois que tu peux pas, en fait, si tu veux là faire des trades, je crois que tu n'as pas le choix, en fait. Je pense Tu n'as que pas le choix. Mm. Vas-y, Il a vas-y, 20 pardon. millions. Je regarde en même temps, pardon, mais je regarde la masse. Donc les Bucks sont largement au-dessus du cap l'an prochain. Brook Lopez, il est en contrat expirant à 23 millions. Sinon, tu peux te séparer de Bobby Portis et de Pat Connaughton, mais tu libères moins de masse salariale, enfin, ou Chris Middleton, évidemment. De toute façon, la vraie interrogation, c'est l'état de santé de Chris Middleton. Est-ce qu'ils peuvent se séparer de Middleton plus tôt? S'ils arrivent à garder Brook Lopez et à se séparer de Middleton et à trouver quelqu'un de plus en forme que Middleton, bah oui, là, c'est banco, mais faudra voir les changements dans l'effectif avant que je me dise vraiment, ah ouais, c'est bon, c'est l'année des Bucks, quoi. J'ai l'impression que si tu lâches Lopez ou Chris Middleton, ton projet il est mort en fait. Ce qui repart de zéro et t'as plus le temps en fait de monter une équipe compétitive. Il faut réussir à récupérer des joueurs qui apportent ce que l'un ou l'autre apportait. Lopez en défense et puis sur le côté stretch d'intérieur qui shoot. Middleton, quand il n'est pas blessé, two-way player, deuxième option. C'est pas simple à trouver sur le marché. Il faut trouver le bon deal après. Il faut trouver l'équipe ou les équipes qui peuvent te permettre de faire le deal. Mais Lopez, il a quel âge maintenant? 35, 36? Ouais, mais ce qu'il apporte en défense, je pense que tu peux pas le remplacer en fait, joueur par joueur. Honnêtement, je pense que cette équipe, elle a quand même été pensée, alors pas forcément dans la première année, enfin du moins c'est ce que j'imaginais avant qu'il change de coach, mais j'imagine qu'elle n'était pas pensée pour être championne dès cette année, mais j'ai l'impression que si tu veux vraiment avoir une chance d'être compétitif dans la fenêtre de tir que tu as avec Damien Lillard, tu peux pas trop retoucher l'effectif sur les gros joueurs, parce que j'ai l'impression que tu récupéreras jamais le même rendement en fait en retour à ce stade de leur carrière respective. Ils ont un top 5 qui peut rivaliser avec celui de Boston. Il faut le dire. Ils ont même un top 6 qui peut rivaliser avec celui de Boston. Avec Portis. Ouais. Par contre, c'est comment, sans argent et sans manœuvre, tu trouves deux gars qui... Parce que je pense que le top 6 de Boston est un peu supérieur. Peut-être le top 2 de Milwaukee est supérieur au top 2 de Boston, mais le top 6 de Boston est quand même un peu supérieur à celui de Milwaukee. Alors bon, là, c'est des calculs. C'est évidemment pas aussi simple que ça. C'est pas comme ça que ça marche, mais... je pense qu'il faut un banc. Alors, si tu changes ni Lopez ni Middleton, il faut que tu aies quand même deux vrais mecs fiables sur le banc. Et je suis désolé, mais Patrick Beverley, toutes les équipes où il passe, c'est pas fiable. Ils ont quand même Cameron Payne quand même. Je peux pas ce joueur, je suis désolé. C'est une balle perdue, je peux pas. Moi non plus, c'est dur. En fait, il n'y a pas de marge. Bref, j'attends de voir l'été quand même. Il s'est retrouvé à Philadelphie. Attends, j'ai perdu le chemin de Cameron Payne. Au bout du compte, il était bien. Ah non, il est à Philly. C'est autant pour moi, alors autant pour moi. C'est Philly. Je retire. Ah, ils ont Ty Washington, celui-à Milwaukee. Voilà. C'est le bouc émissaire de Théo contre le bouc émissaire d'Antoine. Voilà, très bien. Il devrait faire un contre 1. Il fait jouer un contre 1 et jouer même poste. Non, mais ouais. Ah, ça dépendra vraiment de leur état de santé et de celui de Middleton. Parce que quand même au complet, leur top 6, il est quand même vraiment solide, je trouve. Non, je partage. Je pense qu'ils vont essayer de remettre le couvert. Et puis par contre, ils vont vraiment avoir une grosse pression. Là, il n'y a plus entre guillemets d'excuses, sauf si évidemment il y a à nouveau des blessures et tout ça. Mais là, s'ils démarrent la saison avec les deux en bonne forme, il n'y a plus l'excuse de l'adaptation compliquée pour Lillard, qui était valable sur le plan personnel et sur le plan sportif. C'est pas simple d'arriver comme ça. Même pour Doc Rivers, allez, on va lui accorder l'excuse de l'adaptation pas simple. Il a quand même dit je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, ou je ne souhaite ça à personne. Sauf l'argent, par contre. Ça, il était OK pour ça. L'argent, ça va, il est OK. Mais il avait dit qu'il ne souhaitait pas cette situation à qui que ce soit. Je conviens que c'est pas simple de débarquer dans un projet. C'est lui qui l'a choisi. Hein. C'est lui qui l'a conseillé de A à Z avant de lui chourer sa place. mais en tout cas, la saison prochaine, il y a pression parce que Doc Rivers est là dès le début de saison, Damien Lillard est là d'entrée et pas blessé, a priori. Je suis pas sûr qu'il change beaucoup de choses, mais par contre, ils vont être vraiment attendus au tournant. J'ai une hot take. Est-ce que c'était pas l'équipe la mieux construite pour battre Boston?
ou pour gêner Boston. On saura peut-être l'année prochaine, ça aussi. Ou Sur jamais. le papier, C'est ça qui sur est le dur. ouais, ou peut-être jamais, mais sur le papier, pourtant c'est pas la deuxième meilleure équipe de la ligue. Hein. Je pense pas ça du tout. Je pense que Milwaukee ils perdent contre pas mal d'équipes de l'Ouest, mais sur leur, je pense que Boston aurait eu vraiment du mal à contenir Giannis, quoi. Ça aurait Ça été- doit être la deuxième C'est- meilleure équipe de l'Est. Par contre, à défaut d'être la deuxième meilleure équipe de la Ligue, ça doit être celle de l'Est. Ouais, mais tu sais, purement sur le fit, en fait, je me dis, c'est vraiment une équipe qui aurait pu gêner Boston. Genre les Bucks qui ont de l'adresse, avec de l'adresse à 3 points, ils sont capables de enfin, ça aurait été protection du cercle, Giannis qui crée des espaces, des tirs ouverts, un closer. Enfin, c'est vraiment l'équipe qui est la mieux taillée. De toute façon, c'est simple, ils sont dans la même conférence, donc de toute façon, j'imagine qu'ils sont construits pour ça, mais c'est l'équipe la mieux taillée pour battre Boston. Au final, ça fait 2 ans qu'on n'a pas la série entre les deux, et comme l'a dit Théo, on l'aura peut-être jamais, quoi. Allez Antoine, comme je t'ai posé la question en premier, je te laisse enchaîner avec une question à toi. Ouais, j'avais une question sur le hit si je voulais contre-attaquer, mais J'en avais une, moi j'en ai une sur le hit si tu veux pour plus. Contre Kems. non, t'inquiète, non, je vais vous en demander une autre. Est-ce qu'on peut gagner de plus en plus jeune? Je pense que c'est une question notamment intéressante parce qu'elle a quelque part un impact sur ce que les Spurs pourraient faire avec Victor Wembanyama, mais est-ce que quelque part, de plus en plus tôt dans ta carrière et de plus en plus tôt dans la carrière de ta jeune superstar, tu peux pas te mettre à être très ambitieux? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même 2 équipes finalistes assez jeunes. En tout cas, leurs stars sont jeunes, sont plutôt jeunes. On a un Edwards de 22 ans qui a mené les Timberwolves jusqu'en finale de conférence. On a le Thunder qui est allé très haut. On a plein d'équipes vieilles avec des mecs très identifiés, genre Curry, Durant, LeBron, en mode ah ouais, mais c'est LeBron, il va pas se faire sortir comme ça. Et, c'est Durant, il va pas se faire sortir comme ça. C'est Curry, les Warriors vont forcément aller en playoff. Et en fait, non, on a bien vu, les jeunes stars sont prêtes. Et je vais même étendre le débat, même à tous les sports. J'ai l'impression qu'en fait, dans tous les sports, je suis désolé, je fais un peu plus long, mais dans tous les sports, on gagne de plus en plus jeune. Sur le Tour de France, pour les amateurs de vélo, en fait, Pogacar. Pogacar, le maillot blanc du meilleur jeune. Bon, Théo, je suis désolé, ça te parle peut-être pas, mais n'a même plus d'intérêt parce qu'au final, chaque année, c'est un mec de 22 ans qui gagne. Au tennis, on le voit aussi. Au foot, je sais, désolé Théo, ça ne te parlera pas non plus, mais regarde Shai, on s'est moqué de Mbappé, tu ne me parles pas d'âge, mais quelque part, il n'a pas tort. On voit Jude Bellingham qui mène le Real Madrid très tôt, très jeune, jusqu'à la victoire en Ligue des Champions. Bref, dans tous les sports, on a des mecs de plus en plus jeunes qui brillent et qui gagnent. Il n'y avait presque pas de titulaire de 30 ans sur ces finales de conférence. Bref, est-ce qu'on peut gagner de plus en plus tôt? Est-ce qu'on peut être quelque part pas prêt et pourtant quand même gagner? J'ai envie d'ajouter aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont été en finale de conférence, mais Indiana avec Tyrese Haliburton, il n'a pas 18 ans, hein, mais c'est quand même un joueur jeune et l'équipe autour, et il y a quand même pas mal d'éléments jeunes aussi. Ouais, c'est une bonne question, et à côté de ça va un peu à l'encontre des discussions qu'on avait récemment sur Wembanyama et les Spurs, sur le fait qu'il fallait être un peu patient. Et pourtant, on parle quand même du meilleur prospect, du gars jeune le plus fort depuis très très longtemps, si ce n'est all-time. Moi, j'aime quand même toujours bien l'approche un peu patiente, mais par contre, je suis d'accord qu'il faut peut-être parfois réduire le délai et pas se dire « Oh, ils ont 5, 6, 7 ans pour y arriver », comme ça pouvait être le cas à une époque où on parlait du prime d'un joueur à 27 ans, peut-être 28 ans. Là, tu as raison, on a Doncic qui a 25 ans, Tatum qui a 26, je crois. Ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen maintenant de composer avec l'époque et de se dire que si les gars sont prêts suffisamment tôt, bah, pourquoi pas actionner le levier ambition très tôt. Alors, ça ne veut pas dire dès la première saison, comme Wembanyama avec les Spurs, c'était pas possible. Peut-être pas dès la deuxième, mais en tout cas, je pense qu'on peut plus dire aux gars qui a le temps et qui doivent être aussi patients qu'avant. J'ai l'impression. Parce que l'immédiateté des choses, en toute chose, en tout point d'ailleurs, fait que on ne peut plus jouer la même carte de la patience. Et justement, à cet égard, je pense que le côté laboratoire de San Antonio, on va voir les limites et les délais qui ont été fixés. Parce que si sur la deuxième saison, c'est encore, il n'y a pas de vraie progression en termes de bilan, en termes même de jeu, d'identité, peut-être qu'on verra une certaine frustration naître. Et là, ça pourra un peu plus se comprendre. Mais oui, on a un virage, tu as raison, les vieux, on peut moins... appliquer les proverbes, c'est bon, les choses dont on était sûr, c'est bon, LeBron est là, de toute façon ça va passer, ah bah il y a KD, ça reste le meilleur joueur possible sur un match. On est à un virage où les anciens commencent à ne plus suffire et où les jeunes ont les dents qui rayent le parquet, donc oui, on peut, c'est pas déconnant de donner plus de responsabilités et d'imposer plus d'ambition à des équipes guidées par des jeunes, je pense, ouais, je suis assez d'accord.
Ta question est super intéressante, Antoine. En y réfléchissant, je me demande même si la question, c'est pas est-ce qu'on peut encore gagner avec une équipe de vieux pour des raisons tout simplement contractuelles qui font que de toute façon, tu peux plus aujourd'hui aligner une équipe avec beaucoup de joueurs qui sont expérimentés et qui sont talentueux. Parce que dès que tu sors de ton contrat rookie, en fait, les joueurs coûtent trop cher. Et limite, c'est pour ça que finalement, si on se disait ils ont le temps. Au bout du compte, ils ont plus tant. Alors j'exagère. Bien sûr que c'est parce que tu parlais d'équipes jeunes, c'est une des équipes les plus. C'était l'équipe la plus jeune des playoffs, si je me trompe pas. La plus jeune de la ligue. De la ligue, voilà. Donc qui a été jusqu'à quand même deuxième tour, qui a vendu chèrement sa peau. Voilà, je pense que c'est une des équipes les plus excitantes à regarder et puis sur lesquelles parier pour l'avenir. Mais ceci étant dit, très vite, des questions vont se poser sur quels jeunes ils vont pouvoir garder et limite, ouais, tu peux plus vraiment construire un roster. Et c'est pour ça, depuis le début, on dit que Boston a un banc très court, mais parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix. En fait, quand tu as un top 5, top 6 aussi fort, et avec un Horford qui ne te coûte pas si cher que ça, tu peux pas de toute façon avoir un banc qui tienne la route à côté. Donc oui, c'est une remarque très juste. Je pense que ça dépend aussi de ce qu'on veut dire par en étant jeune. Est-ce que ça veut dire ta superstar qui est jeune? Parce que finalement, une équipe comme les Wolves, elle n'est pas si jeune que ça. En fait, tu as une superstar qui est jeune et autour, tu as des joueurs, pour le coup, plutôt expérimentés. Ça, c'est la question. Et puis, tu as Boston, c'est une équipe jeune dans les faits. Mais au bout du compte, tu regardes même Tatum et Brand, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble et qu'ils jouent des finales de conférence à tour de bras. Donc, c'est pas non plus la jeunesse inexpérimentée, en tout cas. Oui, oui, je pense qu'il faut quand même que tu vois, Edwards, par exemple, on a senti une forme d'inexpérience quand ils sont allés en finale de conférence. Donc, je pense qu'il faut quand même que tu te fasses les dents. Tu as besoin d'avoir des échecs. Je pense que tu ne peux pas gagner tout de suite. Il y a un autre truc qui m'intéresse sur la jeunesse. Alors là, la jeunesse plus large, pas forcément 18, 19, 20, 21, 22 ans, mais on va aller jusqu'à 28, 29. Je me demande si le style de jeu aussi fait que tu ne peux... Parce que tu as parlé, quand tu as dit une équipe de vieux, je pensais que tu allais partir là-dessus. Après, c'est vrai que tu as très justement souligné les contrats, mais je me demande en fait, même si en termes de basket, aujourd'hui, est-ce que c'est pas difficile de gagner en NBA avec une équipe où tu as plusieurs joueurs de plus de 30 ans parce que physiquement, tu peux ne pas tenir le choc du rythme. Aujourd'hui, le basket se joue différemment. Oui, il est peut-être moins dur sur l'homme si on fait toujours le parallèle un peu cliché avec les années 90. Par contre, ça joue tellement vite, tellement mobile, tellement d'espace à couvrir, etc., tellement de courses que quelque part, tu as besoin de mecs qui sont athlétiquement très en forme. Je repense aux Mavs, les deux transferts qui les font passer un cap, c'est en faisant venir 2 mecs de 25 ans qui sont athlétiques, capables de couvrir plein d'espace, en faisant jouer Lively aussi, le rookie. Et c'est comme ça que d'un coup, tu as une équipe qui s'est retrouvée à la lutte pour le play-in, à être finaliste NBA, tu vois. Et donc, je me demande aussi, est-ce que le style de jeu influe pas sur le fait que ouais, tu as besoin des mecs... je suis d'accord avec Shai, tu vois, avant on se disait ouais, 27 ans, tu vois, c'est l'âge auquel Jordan a gagné son titre. On s'est dit, bah voilà, c'est l'âge à partir du moment où tu commences à gagner, quoi, 25, 27. Et oui, Tatum, Doncic, au final, ils sont dans cette tranche, mais je me demande, ouais, tu auras peut-être intérêt à avoir un 5 majeur avec surtout des mecs de 25, 27 et pas forcément beaucoup de gars, après il en faut encore, tu as encore les Holiday, etc., mais pas forcément beaucoup de gars de 32, 33, quoi. Ben, c'est intéressant ce dont tu parles au sujet du style de jeu, parce que moi j'y ai pensé aussi, mais pas sous le même angle. Moi j'y étais... Ce à quoi ça m'a fait penser, c'est sur l'importance du tir à 3 points. Parce qu'au bout du compte, j'ai l'impression que tu peux être jeune et très fort à 3 points. Alors bien sûr, il te faut de l'expérience, que ce soit au lycée, à la fac, en Europe, peu importe, prendre des gros tirs à des gros moments. Mais au bout du compte, si y a un décalage, prendre un tir à 3 points, c'est moins dur quelque part, si tu es déjà un bon shooter, je pense que de devoir créer ton tir par toi-même, que de devoir jouer dans cette zone intermédiaire où tu as beaucoup d'aides défensives qui peuvent venir intervenir, j'ai l'impression que finalement tu peux remplir ton roster, compléter ton roster de joueurs qui vont être dans pour faire un raccourci, je vais dire de 3&D, qui vont être vraiment forts pour étirer les lignes en étant dangereux à 3 points, sans forcément que ce soit des joueurs expérimentés ou du moins les plus expérimentés. Tu vas quand même être obligé de les respecter finalement. Quand Sam Hauser est sur le terrain, tu es obligé de respecter son tir à 3 points. Même si finalement, c'est pas le joueur le plus expérimenté de Boston, et même s'il est utilisé avec parcimonie, ou même Sam Merrill, finalement, on regrettait qu'il n'ait pas plus joué en playoff avec Cleveland. En saison régulière, tu es quand même obligé de respecter parce que c'est un mec qui peut planter des points, même s'il est jeune, et même s'il n'est pas, c'est pas le joueur le plus expérimenté. Et je suis pas sûr que... Enfin, le tir à 3 points est devenu tellement important, est devenu une arme tellement redoutable que même sur des joueurs inexpérimentés comme ça,
finalement, tu peux mettre le meilleur défenseur, bien sûr, il va revenir un petit peu plus vite, mais si le décalage est fait, le décalage est fait. Alors que créer son tir, si tu sors de la fac et tu te retrouves face à Herb Jones, il faut que tu sois non mais il faut que tu sois sacrément fort pour pouvoir te dire non mais je vais quand même pouvoir jouer moins contre un ou trouver la solution. Moi, je me pose une autre question, mais alors, du coup, ce sera peut-être pour une autre fois parce que c'est pas forcément lié. Mais parce que là, on parlait du fait que les joueurs étaient plus ambitieux, plus jeunes, enfin très tôt, ou en tout cas qu'on leur donnait les clés en main pour être performants, pour jouer le titre très jeune. Mais du coup, je me demande ce que ça implique avec le style de jeu qui est pratiqué aujourd'hui sur la longévité de leur carrière, sur leur longévité, la longueur de leur carrière. Est-ce qu'un Doncic, qu'on compare parfois à LeBron dans le style de jeu, par certains aspects, est-ce que c'est un mec qui va faire une carrière jusqu'à 37-38? Est-ce que tous les mecs actuels, Tatum, Brown, est-ce que ceux qui ont commencé jeunes vont finir plus tard? Est-ce que le style de jeu qui est pratiqué en NBA et qu'on a vu vraiment à plein cette saison, en saison régulière et en playoff, est-ce que ça va pas donner des carrières plus courtes? Enfin, voilà, je me pose ça comme question aussi. Ce qui est dur pour cette question, qui est intéressante, pardon Antoine, Non, je te laisse ça. Ce qui est dur, c'est dur de la décorréler de ce qu'ils ont fait avant d'arriver en pro, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on voit quand même sur les blessures à répétition maintenant, c'est qu'il y a un effet assez certain avec le fait que les jeunes joueurs jouent trop, répètent trop les mêmes exercices et les mêmes types de choses avant même de passer en pro. Et ça, ça sera très dur, je pense, de savoir si jamais des carrières devaient être plus courtes, sachant que LeBron, c'est une anomalie génétique, enfin, c'est un X-Men, quoi. Mais ça sera dur, je pense, de savoir vraiment si ça vient du style de jeu, si ça vient du type de pratique. Peut-être plus il y aura d'Européens ou plus il y aura de joueurs qui ne viendront pas du circuit américain avec les tournois AAU à répétition, les gamins qui jouent 12 mois sur 12 sans temps de repos, plus on aura d'éléments de comparaison, mais sinon, je ne sais pas si on pourra savoir précisément, effectivement. Ouais. Puis il y aura toujours cette question de savoir, en fait, tu peux durer, la question c'est est-ce que tu sauras t'adapter et t'évoluer dans ton rôle. Parce que je pense que Doncic, par exemple, il peut jouer jusqu'à 38 ans, mais ça voudra sans doute dire qu'à un moment, son rôle évolue. Et c'est là, en fait, c'est presque un aspect mental, quoi. C'est combien d'entre eux, parmi ces gars-là, seront prêts à faire évoluer leur rôle, combien seront prêts à être en retrait, peut-être même remplaçants pour certains, etc., etc. Mais c'est une vraie bonne question pour le coup, hein, de voir avec l'évolution du jeu, ces mecs qui arrivent tôt. On verra. Shai, tu avais une question de ton côté? Ouais, du coup, je pense que je vais poser une qui concerne une de ces équipes qui est emmenée par un jeune joueur, comme on en a parlé dans la question précédente. Minnesota vient de sortir quand même d'une saison assez remarquable. On a vu toutes les promesses, tout ce dont était capable Edwards, ce dont étaient capables les joueurs autour. On a vu Karl Anthony Towns avoir un regain de popularité et de forme assez incroyable. Je me pose quand même la question, est-ce que Minnesota ne devrait pas profiter de ce regain de forme de Kat pour le trader et se renforcer différemment pour récupérer ce qui a manqué assez clairement pour aller plus loin, à savoir du playmaking, du shoot? Est-ce que ce serait pas le moment de se séparer de Kat, aussi triste ça puisse-t-il paraître pour les fans des Wolves qui ont enfin le 4 qu'ils espéraient depuis des années? J'avais une question similaire. Je n'avais pas exactement comme ça, mais est-ce qu'on est sûr que malgré les finales de conférence, est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne formule pour Minnesota? C'est très dur comme question. Ça ne voulait pas dire que ma réponse était forcément « Ah bah non, on n'est pas sûr ». Mais du coup, je vais répondre à ta question. Moi, je suis tenté, je suis très tenté. Je suis un peu joueur. Après, c'est facile à dire parce que je ne suis pas dans la peau du GM. Et quelque part, n'importe quel fan des Timberwolves qui prend mal cette question, bah, je le comprends. Je le comprends et je lui dirais, ouais, c'est vrai. Tu vois, Minnesota a clairement pas démérité. Et en fait, l'évolution de Anthony Edwards peut-être suffire pour les Timberwolves. Mais moi, je suis joueur et j'ai un côté joueur dans mon caractère et je pense qu'il faut être joueur si tu veux faire le transfert de Karl Anthony Towns. C'est-à-dire qu'il faut prendre le pari de te dire, en fait, non, là, on est bien, mais si on échange contre la bonne pièce, en fait, on va être mieux. Ça va être un truc critiqué, mais on va être encore mieux. Et moi je le répète, je suis joueur. Il y a un monde où tu arrives à récupérer une autre star, mais avec un profil qui colle mieux. Mais quelle star, par contre? Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Je suis pas sûr d'avoir une réponse. Je suis pas sûr d'avoir la réponse à quelle serait cette autre star qui te
qui ferait basculer les Timberwolves dans une autre dimension. Alors, je comprends que tu sois joueur, Antoine. En fait, je vais remettre le contexte quand même. Minnesota, ils ont égalé leur meilleure saison de tous les temps en retournant en finale de conférence. Ça leur est arrivé 2 fois en tout, depuis que la franchise existe. Moi, je pense que tu repars avec le même effectif parce qu'en fait, ils ont été très bons en saison régulière. En playoff, ils ont été meilleurs que ce que tout le monde pensait, moi y compris. Et je lève la main, je m'attendais même à ce qu'ils se fassent sortir au premier tour face aux Suns. Je m'étais complètement trompé sur les ressources de cette équipe. Moi, je pense qu'ils ont validé le fait qu'il fallait repartir au moins une saison pour voir si, justement, ce que tu disais, Antoine, l'évolution d'Anthony Edwards suffisait à gommer ce qui leur manque. Parce qu'il faut bien voir qu'il a calé quand même face aux Mavs, Anthony Edwards. Il n'a pas été au niveau extraordinaire qui a été le sien durant tous les playoffs. Ce qui est normal pour un joueur de 22 ans. C'est à la fois normal et pas étonnant. Et donc, Karl Anthony Towns, qui a été lui aussi très bon durant les playoffs, a été mauvais face à Dallas, faut le rappeler aussi. Mais pour une fois, il était bon, parce que jusqu'à présent, il était abyssal, il était catastrophique, Karl Anthony Towns, sur les quelques rares matchs de playoffs, ou de play-in, de playoffs surtout, qu'il a pu jouer. Non, une seule série, ça. Une seule série, il y avait avant ça. Combien de séries de playoffs? Il en a joué 2. 2, ok. Ouais. Donc voilà, un tout petit échantillon. Moi, je pense que tu repars là-dessus, d'autant que c'est quand même le projet et le pari du GM, c'était d'associer ces 2 tours. Donc, je pense que tu repars au moins 1 an. Après, c'est pas sans risque, effectivement. Mais en même temps, ça va tellement vite en NBA que j'ai l'impression que le risque, là, après une bonne saison et des très beaux playoffs, serait trop grand de tout casser, ou du moins de faire bouger Karl Anthony Towns maintenant. Et voilà, vous savez tous les deux que je suis pas le plus grand fan de Karl Anthony Towns, mais il faut reconnaître que pendant ces playoffs, il a fait des choses qu'on ne l'imaginait pas possibles, quoi. Qu'on ne l'imaginait pas capable de faire. Je veux dire, il a réussi à faire des passes qui partaient pas dans le décor, même des très bonnes passes à Rudy parfois. Il a haussé son niveau défensif, pareil, là, personne n'y croyait, quoi. Donc, moi, je pense que tu repars avec le même effectif, enfin, le même effectif, peut-être pas le même effectif pile poil, mais en tout cas, tu le trades pas cet été. Je serais très étonné. Et l'autre raison, pardon, je fais long, Shai, c'est qu'effectivement, si tu trades Karl Anthony Towns, tu veux un joueur très fort en retour. Tu vas pas chercher à avoir des pics et puis des role-players, en fait. Il te faut une autre star. Et je vois pas quelle autre star tu pourrais choper voilà. Quelle autre équipe pourrait se dire, nous, ce qu'il nous faut, c'est Karl Anthony Towns et on va échanger notre star à nous contre Karl Anthony Towns. J'ai du mal à le voir. C'est ça la question. Après, c'est aussi le boulot des GM de trouver les bons deals et de voir ce qui est possible de faire. Moi, je regarde juste les faits, c'est-à-dire que là, j'estime qu'il est vraiment au plus haut de sa cote depuis 2-3 ans, parce que ça a toujours été un joueur qui produisait, mais comme tu le disais, il était en playoff, c'était catastrophique. Mais je rappelle quand même que c'est un joueur qui va gagner 50 millions de dollars la saison prochaine, 53 ensuite, 57, et il a une player option en 2027-2028 à 61 millions. Pour moi, là, il est au max. Alors, je me trompe peut-être, et peut-être qu'il fera mieux que ce qu'il a fait là, mais j'ai l'impression qu'il faut le vendre au plus fort de sa valeur, c'est-à-dire que tant qu'il a encore temps, pour pouvoir avoir l'espoir de récupérer un joueur ou plusieurs, d'ailleurs, des éléments qui pourraient mieux se compléter avec l'effectif. Mais effectivement, s'il n'y a pas mieux, il ne faut pas le faire partir à tout prix pour le faire partir. Ça, par contre, je suis d'accord. Mais je me dis que ça vaut le coup de tâter un peu le marché, de voir ce qui peut être fait, quitte à ce que dans un premier temps, ça paraisse peut-être pas perdant non plus pour les Wolves, mais quelque chose avec un joueur moins clinquant, avec moins de sélection All-Star Game, j'en sais rien, mais qui soit plus adapté à l'effectif actuel, où ça se marche moins sur les pieds avec Gobert, même si ça, ils ont quand même réussi à bien faire marcher le truc, parce qu'ils finissent assez haut en saison régulière, et ils m'ont beaucoup plu en playoff. Défensivement, j'ai adoré, et même 4, franchement, contre Denver, c'était impressionnant. Mais là, je sens qu'il est au max et que c'est le bon moment, et qu'après, ça peut que redescendre, en fait. J'ai cette impression-là. Et c'est pour ça qu'à la place du GM, je me dirais qu'est-ce qui est possible de faire, et du coup, je tenterai quelque chose. S'il n'y a rien qui se matérialise, tu le gardes, tu repars comme ça, et c'est très bien. Les mecs s'entendent bien maintenant, donc il n'y a pas de problème à le conserver. Mais s'il y a la moindre ouverture pour essayer de passer encore un cap, comme tu disais, Antoine, je pense qu'il faudrait la saisir. Je vous en propose quelques-uns, 5. Ah. Moi, après, par contre, je tiens à dire, je pense comme Théo, je pense que les Timberwolves, ils vont repartir avec le même effectif. On avait eu cette question dans un CQFR du samedi. Ils ont une masse salariale qui est blindée. Je pense que ça va être la même équipe et ils auraient raison de le faire. Je vous en propose 5. Vous me répondez juste oui ou non. Okay, enfin, on peut en discuter comme vous voulez. Contre Jimmy Butler.
Le Heat, Oh, donc le retour Butler, à Minnesota. Butler veut pas signer un gros, le Heat veut pas signer un gros contrat pour Butler. Butler décide de se barrer. Cet Les été, Timberwolves- on parle de On cet parle été, de là. cet été. Cet été. Bah, Tu, en fait, Butler, tu, il reste. tu te mets que dans la peau de Minnesota. On imagine que l'autre équipe Bah ouais, accepte. mais c'est ça aussi. Parce qu'en fait, parce que si t'es Miami, enfin, Heat Culture et Karl Anthony Towns, je vois même pas comment ça peut commencer à matcher en fait. Ouais, Admettons. mais si t'es Miami et tu vas perdre ta star Mais et ils t'as peuvent. pas de pic, tu peux pas. Butler, il va se barrer. Il va se barrer. Il lui reste 2 ans. Si Non, je il lui sais que reste pas Butler, Si, il lui si reste je sais une que année. Butler, Plus, Ouais. plus une option derrière. Ah. Je suis désolé, je te casse ton délire, mais. Ouais. non, mais il peut quand même mettre la pression Ouais, et c'est dire vrai. qu'il veut se casser parce qu'ils vont pas le prolonger. Il peut aussi faire mettre un Ouais, coup de pression comme il l'a fait dire, par ouais, le il peut passé. dire d'ailleurs. aussi, voilà, qu'il a déjà fait dans d'autres franchises. Imaginons que Butler il veut se barrer. Demain, Moi, si son j'ai club- la certitude qu'il peut être à 70% de sa forme, juste à être présent pendant les playoffs, je pense que je le fais. Si t'es Minnesota, je dis oui. Mais je vois pas Ah ouais, du voilà. côté de Miami comment ni pourquoi. Mais on est d'accord je que vois zéro déjà, scénario où scénario- ça peut se produire. Mais oui. Ok, donc ça c'était pour Butler, c'était pour Miami. Un qui Par est contre, moins non, évi- excuse-moi. ouais. Non, ok, non, vas-y. Non, je Non, me suis non, trompé, dis-le, je me suis fait un nœud au cerveau tout seul. Parce qu'il est déjà passé par Minnesota, ça s'est pas bien passé. Hein, mais... Oui, bah oui. Paul George. Ouais, moi je le fais aussi. Moi je le fais. Moi, Non. je pense que je le fais pas non plus. C'est marrant, Ah ouais je pense Trop que fragile. je pense que je le fais J'ai pas. pas non plus. confiance dans la santé de Paul George pour. Moi je pense que je Mais le il fais. répondrait à plein de Il problèmes répondrait tellement à plein de Ah problèmes ouais. de Minnesota hein, si Paul George il est en forme. Genre Ouais, moi, Paul George au Thunder, je trouvais que ça serait dingue, mais donc toi Paul George tu fais C'est pas pour le niveau Et de toi, Paul Shaq, George tu ou fais son style de jeu, c'est pour son état de santé et son âge. Le problème, c'est que Butler, il y a l'âge et l'état de santé aussi qui peut poser Ouais, question. et Tu ça vois. rentre aussi. Oh, Ouais, mais jusqu'à Récemment, présent, il a très été là en récemment. playoff, quoi. Butler, malgré tout. Paul George, il a pas tout le temps été là en playoff. Ouais. Moi je pense que je le tente quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est le levier où il y a le scénario où ça se passe bien. J'ai l'impression que ça peut vraiment leur faire passer le cap pour aller en finale. Quoi. Et en Alors plus, il est que bien plus âgé, hein. Franchement. George, il a quoi? Il a 33 ans. Il va Ouais. sur 34. C'est encore faisable. Moi, je pense que je le tente, honnêtement. Après, j'ai peur de dire non à absolument Paul rien. George Parce il que est plus jeune que Butler. Par Non, contre. t'as raison. Mais c'est parce que je les vois. Honnêtement, après. Je sais pas. Non, mais après, je suis peut-être pas. Comment dire, pas. Objectif là-dessus, mais. Disons que j'ai vu Butler. Le Butler de playoff de ces dernières saisons, là, c'est quand même un mec qui te fait vraiment passer un cap. Je dis pas que Paul George, j'adore Paul George, c'est un de mes joueurs, enfin, il est, je le trouve fantastique, mais les déconvenus des Clippers année après année ces dernières saisons, et son âge, et le facteur blessure, font que moi, je pense pas que je traderais Karl Anthony Towns, vu sa cote, son âge et son skill set, en fait, qui sera toujours recherché malgré tout. Je pense pas que je le fais pour Paul George, mais bon. moi, j'ai Moi, trop, je le trop fais pas peur de pour dire. son âge. J'ai trop peur de dire non, de dire oui à tout, juste parce que je suis Non, pas objectif t'inquiète. sur 4. Mais bon, vas-y. Non, mais moi, Paul George, ce qui me fait peur, c'est l'âge. Je trouve qu'il y a trop de différence d'âge avec 4. J'ai l'impression que tu prends un trop grand risque pour peut-être avoir un meilleur deal plus tard. J'en ai d'autres. Hein. J'en ai, si vous le permettez, j'en ai quelques-uns. Bien sûr. J'en ai un plus différent. Cette fois-ci, c'est contre 2 joueurs. 4 contre Mikal Bridges et Cameron Johnson. Je commence, si vous voulez. Moi, je le fais pas. Non, Moi, j'allais dire, je le fais fais pas. pas. Je Non, je pense pense que que je tu le fais gagnes pas. pas assez en star power. Mikal Bridges a peut-être encore il a sans doute des meilleures saisons dans les jambes, mais je suis pas convaincu que Mikal Bridges c'est une deuxième option. Je pense que c'est S'il une retrouve, troisième option dans cette ligue. s'il retrouve un peu le rôle qu'il avait à Phoenix, ouais, où c'était Ouais, mais il plus était une troisième. troisième. Ouais. J'ai peur que deuxième Mais option. après, c'est peut-être le bon, tu sais, c'est peut-être le bon truc, c'est-à-dire qu'à la fois il est trop fort pour être troisième option et pas assez fort pour être première option. Du coup, s'il est deuxième avec un alpha dog comme Anthony Edwards, Tu trouves que Bridges il est meilleur que Porzingis? Tu as troisième option d'une équipe pour le titre Ouais. à Boston, c'est Porzingis la troisième Non, option. Ouais, mais Ah, Porzingis, mais- c'est un peu hors norme comme. ouais. Non, je C'est pense qui pas l'an que je le dernier fais. champion? Ouais, Je trouve que c'est une troisième option, mais de luxe avec autant Oui, de luxe que pardon. tu veux, en fait. Oui, non, pardon. Non, mais oui, pardon. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Oui, pour moi, c'est une troisième option, mais c'est pas une deuxième option. Pardon. Je trouve qu'il est pas trop fort pour être une troisième option. Je trouve que c'est une troisième option. Porzingis Si t'es à deux... Non, Bridges. Si t'es ta Bridges. deuxième option, Bridges, je trouve Ouais. ça léger.
par rapport à Jalen Brown, par rapport à Jamal Murray, par rapport à... Si je Ouais. prends sur les derniers champions, les derniers finalistes, je trouve que c'est trop léger. En Sur fait, ce qu'on a vu, Ouais. sur ce qu'on a vu l'année dernière à Brooklyn, ouais. Après, je sais pas quelle est la part du contexte et qui fait qu'il a du mal à être aussi bon qu'avant. Peut-être que dans un contexte tout de suite très ambitieux pour gagner, comme c'était un peu le cas à Phoenix finalement. Alors j'hésiterais, je pense que je dirais non, mais que j'hésiterais quand même. En Cameron Johnson, par contre, ça m'intéresse pas des masses. En fait, j'ai l'impression que quand tu divises, enfin, quand tu échanges un joueur All-Star au très fort contre plusieurs, tu perds tout le temps en valeur. Mais ceci étant dit, moi ce que j'aime bien dans le cas de Michael Bridges, c'est que ça te donnerait quand même potentiellement un autre créateur. On a vu à quel point Mike Conley était indispensable aux Wolves, et vu son âge avancé, je trouve que c'est aussi une donnée un petit peu inquiétante pour Minnesota, et que ça donnerait au moins un autre joueur qui peut porter la balle, qui peut créer, et qui peut même se créer son tir s'il le faut. Voilà, ça j'aime bien ça, mais je pense que tu perds quand même trop en valeur nette si tu fais ce trade-là. Ouais, moi, je le ferais pas si j'étais Minnesota. Je pense que tu perds en talent, comme tu as dit. J'en ai un autre. Celui-là, il me plairait beaucoup. Il n'arrivera pas, mais voilà, il y a une superstar dans une franchise. Ça fait des années qu'on se demande si elle va pas un jour demander son trade. C'est Zion Williamson. Zion contre 4. Ah bah oui, moi je le fais direct. Non mais attends, je parle trop vite. Parce qu'en Zion, fait, avec, non mais je suis parti, avec c'était mon... toutes les données qu'on a. Non mais c'est-à-dire c'est on- ça, parce qu'en fait je suis parti direct sur le potentiel, le jeu, etc. Et j'oublie que le mec il joue 15 matchs par an, enfin j'exagère quoi, mais qu'il est jamais là quand on a besoin. Donc c'est... Non pardon, je me suis précipité. C'est vraiment, je me suis dit, bah oui, là en plus je trouve que c'est cohérent avec le projet de jeu potentiellement de Minnesota. C'est-à-dire que défensivement, bah, tu gagnes pas mais tu perds pas non plus. Et puis c'est un joueur incroyable quand il peut jouer, mais... Moi, je dis Pardon oui, je crois. Hein. Moi, je dis oui direct. Moi, je dis oui direct, en fait, parce que Ouais, mais faut que là, à New Orleans, à New Orleans, comment dire, il a énormément de responsabilités et de poids sur les épaules. C'est vraiment c'est le numéro un. Là, il y aura déjà Anthony Edwards sur la défense. Tu disais, t'as Gobert qui est là pour piloter. Il y a plus de talent autour, donc il y aura peut-être moins de charge sur son corps, sur son physique. Donc j'aurais envie de le tenter, en fait. Mais en fait, moi, c'est le problème, c'est ça, c'est ce qui va être là. Le mec, il a jamais joué un match de playoff de sa vie, quoi. Moi, je le risque. Franchement, Ah, mais c'est là où je pense. joueur, mais... Mais là, je pense que c'est pas, ouais, enfin, c'est un peu irrationnel parce qu'en fait, encore une fois, les Wolves, c'est pas une équipe qui est habituée à gagner. Là, ils ont une chance d'avoir une équipe compétitive. Déjà, c'est dingue. Je veux dire, on en a vu des équipes de Minnesota qui n'arrivaient même pas à faire les playoffs, même avec Kevin Garnett qui passait pas le premier tour. Là, je trouve que le peut-être qu'il ferait le choix, mais pour le coup, c'est vraiment un pari, quoi. Laisse tomber, t'as intérêt à avoir des assurances sur assurances et des experts médicaux world class qui viennent pour vérifier Zion. Parce que sur le talent, le jeu, bien entendu, mais d'ailleurs, c'était ma première réaction. Mais après, je réfléchis, je me dis, bon, bah, tu sais, quand même, est-ce que je sais même pas si un jour on verra ce mec-là être fort en playoff, en fait. Ouais. C'est ce qu'ont fait les Raptors avec Kawhi. Hein. Après, c'est pas la même situation. Kawhi, c'était différent parce que Kawhi, il y avait déjà eu des trucs où tu l'avais vu jouer. Il avait déjà été champion. Il venait seulement de se blesser. C'était pas un vrai. Là, la question serait si aujourd'hui, j'ai dit que Paul George, j'aurais pu dire Kawhi en fait pour le trade Clippers. Et là, ça serait différent. Et puis les contrats étaient pas les mêmes parce qu'en fait là, Kat, bah, il coûte cher, mais il est là pour longtemps. En fait, t'as un contrat que tu pourras trader aussi plus tard. Et il a quand même un skill set avec sa taille, ce qu'il peut apporter en attaque, qui plaira à des équipes. Il y a quand même des équipes qui chercheront un mec comme ça en se disant, bah, est-ce que ça peut être notre Porzingis? Alors surpayé de ouf, mais est-ce que ça peut être notre Porzingis quelque part? J'en ai un dernier. Je pense que les Pelicans ne le feraient jamais au passage. Hein. Le Towns contre Zion. Il faudrait que ce soit Zion vraiment qui demande son trade. J'en ai un dernier. Pareil, je pense que c'est un scénario un peu improbable. Mais est-ce que vous le faites contre Anthony Davis? LeBron s'est barré. LeBron s'est barré des Lakers. Les Lakers cherchent à se reconstruire, mais ils ne veulent pas repartir de zéro. Ils veulent quand même une star à peu près dans la force de l'âge. Davis, il veut se barrer parce que LeBron s'est barré. Est-ce que Anthony Davis, vous le faites? C'est pour le fit en fait que moi ça me pose problème parce qu'en fait tu peux pas garder Davis et tu peux pas faire jouer Anthony Davis et Rudy Gobert comme tu fais jouer Rudy Gobert avec Karl Anthony Towns. C'est pour le coup là tu joues vraiment avec deux big men qui jouent dedans parce qu'en fait Anthony Davis on a bien vu il a son tir extérieur c'était heureusement pour les Lakers ça a marché l'année de la bulle mais derrière son tir extérieur est inexistant
Donc c'est cette donnée-là qui me ferait dire non. Après, sur la valeur du joueur, moi je dirais oui sur la valeur du joueur, mais je pense que c'est pas compatible avec le projet de Minnesota dans Surtout le qu'il fit. a l'air de tenir la route un peu physiquement là, sur la saison qui vient de passer. On a l'impression qu'il a trouvé la formule pour éviter les problèmes physiques. Est-ce que ce serait si incompatible? Oui, tu as raison. Son tir, le côté stretch qu'on avait vu de lui, il a un peu disparu. Est-ce que ça a disparu pour toujours ou est-ce que c'est juste à nouveau une histoire de contexte? J'avoue que défensivement, sur le papier, Anthony Davis, Rudy Gobert, moi qui aime bien les équipes défensives, je trouve ça cool. Hein, mais, Avec Jaden McDaniels, avec Mike McDaniels, Conley, Anthony Edwards. oh là là, ouais. Par contre, en attaque, pour une équipe qui avait déjà des c'est problèmes, là, bon courage que je crois Anthony pas Edwards assez. pour driver. Hein. Je crois pas assez en 4 pour faire mieux que ce qu'il a fait là, et je le répète, c'était très très fort. Je crois pas assez en 4 pour passer encore un cap, pour refuser. Si on me propose ça, ouais, je pense que j'accepte. Ouais, moi, c'est possible que j'accepte aussi, je sais pas. Mais du coup, tu changes toute ton équipe. Vous pensez que tu peux faire jouer Anthony Davis et Rudy Gobert ensemble? Bah ouais, peut-être. Hein. En attaque. Ça se tente. Ouais, ça se tente. Il est pas moins. En fait, c'est pas du basket FIBA. J'allais faire une mauvaise comparaison. J'allais dire, la France, ils vont bien faire jouer Wembanyama et. Ouais, mais Wembanyama, il tire plus qu'Anthony Davis. Je te dis pas en réussite. Au même pourcentage. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, le potentiel, il est là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Le potentiel est là, c'est différent, bien sûr. Il faudrait récupérer des éléments, il faudrait ajouter des éléments. C'est ce qui est terrible, c'est que ce trade, il me donne potentiellement la possibilité de transférer Rudy Gobert. Mais je pense qu'Anthony Davis, c'est un peu trop vieux. Tu peux plus vraiment... Enfin, un peu trop vieux. Tu peux plus... Si tu le fais venir, il faut que ce soit une équipe qui gagne tout de suite et pas te dire « Non, mais après, on va changer telle pièce et dans 2 ans, c'est bon. » quoi. Non, c'est maintenant ou jamais. Je sais pas sur celui-là. Je sais pas. Je pense que Zion, je fais clairement. Les autres, je suis pas sûr. Mais... Je pense que LeBron, il demande son trade dans la minute, par contre. Non, dans mon scénario, LeBron, il s'était déjà barré. Ah, LeBron, il s'est barré okay. Et du coup, Anthony Davis, il demande son trade. Et les Lakers. Ok. Bref, la reconstruction des Lakers assurée par Karl Anthony Towns, j'ai envie de voir ça, par contre. Avec des déclats de ouf. Je suis content de prendre la relève des anciens grands pivots de cette ligue, Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal. Je suis content d'être marché dans leur pas. On est un peu préparé. Avec Austin Reeves et Rui Hachimura, on va viser le titre cette saison. Antoine, t'aurais dû proposer Karl Anthony Towns contre LeBron James. C'était ça le vrai trade pour les Wolves. Là, c'est compatible. Hein. Là, c'est un vrai fit. Ça, c'est une vraie bonne question. Mais LeBron, jamais. Voilà, les Timberwolves, je le fais, moi. Même jamais LeBron, il accepte d'aller à Minneapolis. Ouais, jamais non plus. Jamais, à ce stade de sa carrière. Je vis juste à Los Angeles et j'attends les playoffs. Il a mis en je hélico. viens sur les matchs à l'extérieur. Je ne suis pas les matchs à domicile. Ouais, encore, j'ai dit je le fais, mais LeBron... Non, mais Kat, c'est un manque de respect à Kat. Kat a encore 5-6 bonnes années minimum devant lui, en fait. Donc, ça joue beaucoup, je pense, sur ce genre de trade. C'est clair. Allez, je vais reprendre la main. Yes, j'ai une question. Non, mais c'était très bien. C'est bien que tu aies pu nous proposer des scénarios en plus. Alors moi, c'est une question large, en fait, et après, je vais la détailler un petit peu. C'est en gros, qu'est-ce que tu fais si tu es New York cet été? Parce qu'en fait, je te trouve dans une situation complexe. Qu'est-ce que tu fais de Julius Randle et de Bogdanovic? Est-ce que tu sors ta thune et que tu mises pour absolument garder Anunoby, Hartenstein? Il y a plein de questions qui se posent du côté de New York cet été. Comment est-ce que vous voyez l'été new-yorkais? Moi, j'avais une question, enfin plusieurs questions qui étaient liées aux Knicks aussi. Moi, je me demandais même carrément, est-ce qu'on est sûr que les Knicks peuvent faire beaucoup mieux que ça? Est-ce que Bronson est à son max? Est-ce que les joueurs en place sont à leur plafond? Est-ce qu'il faut faire re-signer les joueurs que tu as parlé? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire avec les joueurs que tu as évoqués? Randle, Hartenstein. Voilà, c'était un peu dans cette veine-là. Donc, moi, j'ai l'impression, et pourtant, vous savez à quel point je l'aime bien, j'ai l'impression que là, on a vu que les Knicks étaient performants sans Julius Randle, qu'il est terriblement irrégulier en playoff, pour ne pas dire plus, mais qu'il a encore une valeur assez certaine sur le marché pour pouvoir être échangé, et que je pense qu'ils devraient essayer quelque chose si ça leur ramène des joueurs qui peuvent aussi apporter quelque chose offensivement. Pour Hartenstein, ça fait cher quand même, là, les rumeurs de contrats autour des contrats à 100 millions, c'est cher, mais d'un côté, il apporte énormément. Moi, j'ai juste peur de... Encore une fois, il y a eu un mini effet de surprise sur le côté. Ah ouais, quand même, ils sont vraiment durs, ils sont gros mal, ils sont bons et on les attendait pas aussi bien. Et je sais pas à quel point ils sont capables de répéter ça. La méthode Thibodeau qu'on connaît bien,
c'est rare d'être compétitif 2 années de suite. Donc je sais pas ce qu'il pourrait faire en fait. Je sais pas ce que peut leur rapporter Randle, mais je pense que c'est le levier qu'il faut activer si tu veux essayer de faire encore mieux. Est-ce qu'ils vont acter que Jalen Brunson c'est le franchise player, la superstar qui les emmène le plus loin possible? Ça faut voir aussi. Si tu as la possibilité de prendre un mec d'un autre standing, encore un poil supérieur, est-ce que tu le fais? Moi aussi, je suis vraiment dans l'interrogation autour des Knicks, mais sur le cas Randle précisément, qui va être central pendant l'été, j'ai l'impression qu'il ne faut pas hésiter à essayer de le trader. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est que Randle, je pense que tu ne peux pas récupérer un joueur meilleur que lui, en fait. Sauf si c'est un... Parce que pourquoi tu lâcherais un joueur meilleur que Randle pour Randle? Randle, c'est un joueur qui sera intégré, je pense, dans des trades si jamais il y avait une superstar. Ou alors, tu acceptes d'échanger Randle, qui, pour le coup, a un contrat qui, avec la hausse du cap, n'est pas si désavantageux. Il touche moins de 30 millions Randle, en fait. Donc, c'est plus un mec qui va vraiment plomber ta masse salariale comme des gars à 45 millions. C'est un mec que tu pourras refourguer assez facilement, même si un jour tu veux le dump, en fait. Si un jour tu décides, au final, on a le même niveau avec ou sans Randle, on va échanger Randle contre 2 joueurs de rotation nettement moins forts. Mais de toute façon, le niveau de notre équipe ne va pas baisser. Donc, si vraiment il devait y avoir un trade que je ferais cet été, ça serait à la limite éventuellement ça. Mais moi, je suis les Knicks, je prolonge Anunoby, je lui donne sa thune. Je prolonge Hartenstein, je lui donne sa thune. Parce que de toute façon, je blinde ma masse salariale avec une équipe qui ne peut pas gagner. Je suis d'accord. Je sais que c'est une équipe qui ne peut pas gagner. Je pense que Leon Rose, il le sait. Je prie pour que Paul George ne signe pas aux Sixers. Je prie pour que les Sixers, ils se plantent à la free agency. Qu'il n'y ait personne qui veuille venir. Et là, je poursuis agressivement Joel Embiid. En mode, ça marchera pas ton plan. Je lui parle directement. Je m'en fous des. Tiens, il y a même moi toutes les amendes de tampering. Il y a pas de problème. Il y a aucun souci. Retire-moi 8 ans de tour de draft si tu veux dans la foulée. Je lui parle. Je dis mais regarde, ton équipe, elle va nulle part. On vous a tapé. C'est vrai, les Knicks, on n'était même pas au complet. On vous a tapé. Arrête, ça marche pas. Cette équipe, ça marche pas. Viens à New York. Tu seras une légende vivante. T'es la suite de Patrick Ewing. T'as Jalen Brunson, il est plus fort que Tyrese Maxey. On va gagner. On va gagner. Les Celtics, ils sont prenables. On a Anunoby, on a toutes les pièces. Je te jure, on va gagner. Je lui vends ça. Derrière, je balance aux Sixers Randle, Mitchell Robinson, des tours de draft. Je leur envoie quelques sièges frontaux au Madison Square Garden. Tout ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Ça m'est égal. Je leur pour un concert de Billy Joel. Exactement. Ou de James Dolan. Et là, j'ai mon équipe. Parce que moi, je pense comme toi, Shai. Je pense qu'il faut un mec plus fort que Brunson. Ouais. Mais je pense que le mec qui est le mieux placé, là, enfin, qui est le plus à même d'être disponible, c'est Embiid. Ou alors, parce que il y aurait Steph Curry, mais il partira jamais de Golden State. Et il est au même poste que Brunson. Donc, je me fais carotte, tu vois. Et LeBron, il est trop vieux. S'il vient, je dis... S'il te plaît, mets-toi sur le côté. Mets-toi sur le côté. On a voulu il y a 15 ans, t'es pas venu, c'est pas maintenant. Okay, mais ouais, voilà ce que je ferais. Je blinderais ma masse salariale, je me dirais c'est pas grave, on repart avec cette équipe. On sait qu'on sera pas, on va juste se battre et avec un moment il y aura bien une star qui va vouloir venir chez nous. Et là on aura plein de contrats envoyés parce qu'on a plein de contrats middle qui plairont à des équipes plus des pics. Et c'est ça qu'on échangera contre une star. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi pour Anunoby et Hartenstein parce qu'en fait. C'est pas tant un problème que ta masse salariale soit blindée, et mieux vaut qu'elle soit blindée, comme tu l'as dit, par des bons joueurs à des contrats middle que par uniquement des superstars, en fait. Et je pense que ça donne plus de capacité à bouger. Hartenstein, au-delà d'être bon, il n'est pas blessé. Et en fait, ils ont besoin de lui. Je vois pas comment il pourrait, pareil, s'il le laisse partir, je suis pas sûr qu'il puisse retrouver un joueur aussi fiable, qui s'adapte aussi bien à ce qu'il cherche à faire. Donc là-dessus, moi, je ferais comme ce que tu disais, Antoine. Pour ce qui est de Randle, en fait, je me demande vraiment si la fenêtre, c'est cet été, parce qu'aussi, finalement, cette équipe, elle n'a pas joué au complet. Finalement, on n'a pas vu vraiment ce que pouvait donner cette équipe des Knicks avec Anunoby, avec Randle, avec tous ces joueurs-là. Je me demande s'il n'y a pas, malgré tout aussi, s'il n'y a pas... Alors, si le contrat parfait ou le deal parfait se présente cet été, pas de problème. Mais sinon, je ne sais pas si New York est obligé de se précipiter en fait pour trader Randle, et s'ils peuvent pas, au pire, du pire, re-signer leur gars et repartir en début de saison et voir un petit peu ce qu'ils ont
Et là, quand on arrive en février, bah là, on peut faire le point. Voir où on en est par rapport aux playoffs, voir où en sont les autres aussi. Tu parlais de Philadelphie et c'est hyper juste. Voir où en est Boston aussi, parce que finalement, on sait très bien comment Milwaukee. Milwaukee est bien placé pour savoir que tout se passe pas forcément comme tu l'as prévu. Donc New York, ils sont dans l'entre-deux. Je pense effectivement que si tu veux être champion, Bronson ne peut pas être ton meilleur joueur, ou du moins, il te faut au moins 2 joueurs équivalents, quoi. Enfin, je veux dire, deux superstars, un 1A, un B. Si c'est Bronson, ton 1B, je pense que tu peux peut-être avoir une chance, mais effectivement, je pense pas qu'il puisse être ton meilleur joueur à tous les coups. Moi, la question que je me pose, malgré tout, tout ceci étant dit, c'est quand même la question de Tom Thibodeau. Parle de Joel Embiid. Est-ce que c'est compatible avec Thibodeau ? Mais c'est une vraie question sur l'utilisation des joueurs à outrance, entre guillemets. Il y a un moment quand même, il faut que tu puisses. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit un petit peu sur le constat on voyait Alec Burks, on disait mais pourquoi il n'a pas joué ce mec-là ? Quand on voit ce qu'il donne en playoff, il y a un moment, tu avais fait un article là-dessus, d'ailleurs, je crois, Shai, si je ne me trompe pas, sur la limite de la méthode Thibodeau. Je me demande dans quelle mesure ça ne peut pas refroidir quand même des joueurs, ou en tout cas leurs agents. Ouais, c'est vrai que le fit Embiid Thibodeau peut être intéressant, mais bon, de toute façon, le plan d'Antoine, c'est pas dans l'immédiat, donc il peut se passer énormément de choses d'ici là. Thibodeau, il va peut-être être prolongé. Embiid avait l'air d'être un peu plus heureux d'être à Philadelphie récemment que ce qu'il l'était en fin de saison dernière. Non, mais si, moi j'aime bien la stratégie d'Antoine, moi ça me plaît bien. Puis si c'est pas Embiid, ça peut être Giannis un jour, ça peut être Zion, ça peut être, tu sais pas quelle star demain sera mécontente. En fait, ça va vite ces trucs-là, tu vois. C'est clair. Carrément. Antoine, je te laisse reprendre la main. Yes. Est-ce que c'est la fin ? Est-ce que c'est la fin des super teams construites à l'arrache n'importe comment, genre en mode juste on associe des talents ? C'est marrant. Je pense à Phoenix, évidemment. C'est une question similaire, vas-y. Ou est-ce qu'on a encore une autre équipe qui va nous faire le coup dans un an ? Qui va se dire non, mais là, c'est sûr, en fait, ces 3 mecs-là, c'est bon. Tu vois. Est-ce que vous pensez qu'enfin les GM vont capter ? C'est marrant parce que moi, j'avais une question. Alors, c'était spécifique à Phoenix, mais je disais est-ce que Phoenix, est-ce que le changement de coach, ça suffit avec l'arrivée de Budenholzer, ou est-ce qu'on va enfin décréter que le Big Three et les Big Three sont voués à l'échec et doivent être démantelés immédiatement ? Donc, ça peut s'étendre. Bien sûr, mais ça peut s'étendre à tous les projets, toutes les super teams aspirantes. Hein. C'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression que ce modèle, il fonctionne pas, il fonctionne plus. Que ce soit des jeunes, des stars qui sont encore dans leur prime. Après, on n'a pas vraiment vu ça encore, mais il y a toujours des profils différents avec des joueurs plus âgés. Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, là, il suffit de regarder le modèle des équipes qui sont en finale, qui ont été championnes l'année dernière, un peu avant aussi. J'ai l'impression que ça marche plus. Toutes les méthodes ont une durée de vie en NBA. Toutes les tendances ont une durée de vie. Celle des super teams. Et puis même quand il y a des super teams, il faut qu'il y ait des circonstances exceptionnelles qui soient réunies pour que ça fonctionne. Et là, j'ai l'impression que c'est déjà plus le cas. Phoenix, je prends l'exemple de Phoenix parce que c'est ce qui me semble le plus parlant. Je vois plus. J'avais bon espoir pour les Suns quand il y avait juste Booker et Durant parce que j'avais bien aimé ce qu'ils avaient proposé ensemble sur l'échantillon qu'on avait vu, mais c'est trop dur de partager le ballon, de respecter les spécificités de chacun, de composer avec les blessures des uns et des autres, avec tout ça. Je pense que c'est des nœuds au cerveau que les coachs ont envie de s'épargner. Il suffit de voir comment Frank Vogel on pouvait déjà plus, alors qu'il a pas eu ça sous la main pendant si longtemps que ça. Moi, je pense que le modèle, il a vécu et qu'il faut faire autrement maintenant. Moi, je pense pas que c'est forcément vécu dans le sens où la tentation sera toujours trop grande. Je pense que la tentation d'associer des superstars sera toujours trop grande pour que les équipes qui peuvent le faire refusent de le faire en se disant non, de toute façon, l'histoire a montré que ça marcherait pas. Par contre, pour que ça fonctionne, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit orchestré par une équipe qui sait très bien faire tout le reste. Drafter, avoir les joueurs de complément, avoir anticipé là-dessus, avoir anticipé aussi sur le plan de jeu et ce que les superstars peuvent faire entre elles. Et
finalement, l'échec, le plus gros échec de la part de Phoenix, c'est le timing, en fait. Parce que c'est trop tard. Je pense que Budenholzer, ça changera pas la donne, en fait, pour Phoenix. Si on se dit c'est titre ou rien, je pense pas que ça changera la donne pour Phoenix. Honnêtement, je pense que c'est trop tard, en fait, vu les stars qu'ils ont choisis. Mais par contre, je pense que la tentation sera toujours là, de la part des joueurs de se mettre ensemble et de la part d'équipes d'essayer de trouver ce type de complémentarité. Ça veut pas dire que ça marchera, mais je pense que c'est pas, si les équipes le font moins, c'est pas tant qu'elles veulent plus le faire, c'est que c'est rare en fait qu'il y ait des joueurs que les circonstances se permettent de le faire. Ouais, je tiens à dire que par super team, j'entends par exemple Kevin Durant qui rejoint les Warriors. C'est une super team, mais je compte pas comme ça, comme une super team construite à la hâte, parce que toute l'équipe des Warriors est construite et il y a un autre joueur qui les rejoint. Je parle vraiment dans le cas Phoenix, par quoi. exemple, Phoenix, c'est le meilleur exemple, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, tu as fait venir 2 stars et du coup, tu reconstruis, tu prends que des mecs qui remplissent ton effectif parce que tu as 3 gars à 50 millions. Comme et les Nets, derrière, voilà, comme les Nets à un moment, etc. Et je pense les Clippers. effectivement qu'il y aura toujours des tentations. Donc je pense qu'on n'a pas vu la fin de tout ça, malheureusement. mais je pense comme Shai que c'est... Moi, les Suns, j'aurais pu poser la question autrement. J'aurais pu dire, est-ce que les Suns, ils n'ont pas fermé leurs fenêtres eux-mêmes, comme des grands, genre ils avaient froid, ils sont allés fermer la fenêtre en allant chercher Bradley Beal, quoi. Tu sais, ta métaphore est nulle, mais la comparaison est nulle. Mais tu vois, franchement, tu me dis que cette équipe, elle avait Chris Paul. Alors oui, il est vieux, mais je pense que tu pouvais quand même tirer quelque chose, même via un trade, autre chose. Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant, DeAndre Ayton. Je sais pas, ça m'emballe plus en fait que Bradley Beal, et du coup, autour, on recrute des cacahuètes en fait. Et là, on y pense, il y a cette rumeur LeBron, en fait. Tu sais, ça irait encore plus loin. Je ne suis même pas sûr que financièrement, ils puissent le faire, mais imaginons que pour X raisons, LeBron, il vient parce qu'ils arrivent à, je sais pas, à se séparer du Yusuf Nurkic et il prend du coup la place de Nurkic au niveau salaire. Et, en fait, tu t'enfonces encore plus dans le truc, quoi. Je sais pas. J'espère qu'on ne verra plus ça. Shai. Ouais, alors je réfléchis parmi celles que j'ai notées. Allez, je vais partir sur celle qui concerne les Lakers. Justement, on parlait un peu de là. Je me demandais, les Lakers vont avoir un nouveau coach. On sait pas encore lequel ce sera, hein. D'ailleurs, ça doit être assez imminent au niveau de l'annonce. Donc c'est bien mignon d'avoir un nouveau coach, mais avec cet effectif-là, on est à peu près d'accord pour dire qu'il y a 0 chance d'aller au bout. Est-ce que les Lakers doivent sacrifier des choses, et qu'est-ce qu'ils doivent sacrifier pour ramener ce qui leur permettrait d'être à nouveau des contenders? Est-ce que c'est un joueur sur une star sur le marché qui est entre deux eaux comme Donovan Mitchell par exemple? Est-ce qu'il faut accepter de perdre des joueurs qui sont très appréciés à la fois des fans et dans la franchise comme Austin Reeves? Voilà. Qu'est-ce que doivent faire les Lakers pour pas se contenter d'être juste un petit objet brillant comme ça que tout le monde va continuer de regarder, mais qui est malheureusement pas très performant? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait, du moins sur la timeline de LeBron, qui ait la capacité de bâtir un contender pour les Lakers, en fait. Je pense que ce qui serait le mieux pour leur futur, c'est justement de prendre compte de ça, de se dire, on va finir avec LeBron du mieux qu'on peut, en étant une équipe la plus compétitive qu'on peut, et en préparant la suite. Ça veut pas dire repartir de zéro, mais ça veut dire... c'est même pas reconstruire, c'est construire quelque chose, et avec les joueurs qu'on a, les mecs qu'on va drafter, etc. Je vois pas de chemin, vu la compétitivité de la conférence Ouest et l'état de cette équipe des Lakers, qui est pas nulle, hein, c'est pas une équipe nulle, c'est une bonne équipe en fait. Je vois pas comment tu peux la transformer en contender pour la saison prochaine, ou du moins sur les années de contrat qui restent à LeBron. Je vois pas de scénario qui permette ça. Je vais aller exactement dans ton sens. Je pense même que d'ailleurs tout le monde l'a compris du côté de Los Angeles. Je pense peut-être même c'est la première fois qu'ils l'ont compris. Que non, c'est mort en fait. Ils ne seront pas champions. Ils ne seront pas champions avec LeBron. J'ai l'impression que LeBron l'a compris. En tout cas, dans les quelques discours, après, on ne sait jamais, mais j'ose croire qu'il le pense, lui, qu'il est assez sincère là-dessus, que le discours, il a l'air de dire, de toute façon, faites vos choix en fonction de vous, parce que moi...
ma fin, elle approche, quoi. La fin de ma carrière, elle approche. Donc, pensez à ce que vous voulez faire après. Et et d'ailleurs, même si on réfléchit au choix du coach, les rumeurs, d'ailleurs, j'ai vu pendant qu'on faisait ce podcast qu'il y a un autre candidat, c'est Jay Wright, du côté des Lakers. On parle de mecs qui ont coaché en universitaire, qui forment des joueurs. J'ai l'impression que déjà le choix du coach, que ce soit Dan Hurley ou la Jay Wright ou même Monty Williams, qui est aussi vu un peu comme un formateur, même si à Détroit, ça ne s'est pas bien passé, on est sur l'optique voilà, où J.J. Redick sera un coach jeune, de préparer l'avenir, en fait, d'essayer de construire quelque chose. Ils ont la chance d'avoir réussi à trouver Austin Reeves loin à la draft. Ils ont Max Christie qui n'est pas dégueulasse. Ils ont Rui Hachimura qui peut montrer des belles choses. J'ai l'impression que voilà, le but, c'est on va avoir une équipe compétitive. LeBron, il fait sa saison avec nous ou pas avec nous. Peut-être on prend Bronny, lui aussi, peut-être on peut développer quelque chose que les gens n'ont pas vu chez Bronny. Peut-être qu'il y a quand même vraiment un potentiel et que nous, on l'a vu et qu'on va le développer avec un bon coach. Et on n'est pas ridicule dans cette conférence Ouest, mais on est bien conscient que, je sais pas, aujourd'hui, les Lakers, c'est pas par hasard qu'ils ont été aussi souvent dans le play-in, en fait. C'est malgré 2 superstars. Je pense qu'ils ont plus. Tu remplaçais les noms si c'était pas LeBron et c'était un autre nom, les Lakers, on les verrait comme les Kings, tu vois. Personne se dit, tiens, qu'est-ce qui manque aux Kings pour être champion, tu vois. Et pourtant, c'est 2 équipes qui sont plus ou moins, je pense, sur la même catégorie aujourd'hui, en tout cas en termes de rapport de force dans la conférence Ouest. Donc, moi, je vois vraiment pas un monde où. Je vois pas un trade, je vois rien qui ramène les Lakers au sommet. Si demain Giannis il dit ouais, moi je veux jouer à Los Angeles, démerdez-vous. Mais non, sinon je vois pas. Donc pas un truc intermédiaire, même si c'est un Donovan Mitchell, c'est pas suffisant pour toi. Ils ont pour même jouer pas le titre, mais ils ont même pas les pics pour aller chercher un Donovan Mitchell. Mais même s'ils les avaient, en fait, ils se sépareraient de tout le reste. Ça serait le même truc que Phoenix. C'est on a Mitchell, Anthony Davis et LeBron James. Et là, on va signer des contrats minimum. Et en fait, ça marche pas parce que LeBron James, il est trop vieux. En fait, à un moment, tu vois, je vois par exemple, même les Celtics qui ont peut-être pas un top 5 player de la ligue, mais regarde l'équipe qu'ils ont besoin d'avoir pour être en mesure de gagner le titre. Faut que tu aies 5 All-Stars dans ton 5 majeur, quoi. Pour avoir. Je compte Derrick White comme All-Star. Je continuerai de le dire. Je pense à un mec qui est au niveau All-Star. Non, ils ont pas ce mec qui peut les. C'est trop loin. Pour moi, il y a trop d'écart, quoi. Et puis, je pense que finalement, là-dessus aussi, Jordan a un peu trop matrixé les gens, en fait. Ça n'existe pas, en fait, des superstars qui partent sur un dernier titre en étant d'un niveau MVP, en fait. Ça n'existe pas. Sur l'histoire, la grande, mais même pas la grande, l'immense majorité des stars, elles ont terminé dans des équipes qui étaient middle parce que leur prime était passé. Tu peux prendre Barclay, Duncan, Dirk Nowitzki et qui tu veux, Karim Abdul-Jabbar. Ça s'est toujours terminé comme ça ou à de très rares exceptions près. Ou alors il faut remonter à Bill Russell dans les années 60. Donc voilà, il n'y a pas de honte à ça. Pour moi, il n'y a pas de honte non plus à terminer. Même Kobe, finalement, on se rappelle parce qu'il est parti sur un match à 60 points, mais ils font pas les playoffs. C'était la cata, ouais. C'est une saison terrible, hein. Terrible. Et voilà, saison terrible dans lesquelles justement les Lakers avaient misé énormément sur lui, sur son salaire. Par contre, ils avaient chopé des joueurs intéressants pour la suite. Et c'est ce qui leur a permis par la suite de repartir assez vite. Donc je pense qu'il faut accepter ça. La question, ça va être de savoir si LeBron l'accepte ou s'il veut effectivement, comme tu disais un petit peu Antoine, pour le cas de Phoenix, essayer de changer encore une fois sa legacy en essayant d'aller chercher un dernier titre. Mais en termes de storytelling, là, je suis pas sûr finalement que d'aller chercher... Imaginons, scénario improbable, il va à Phoenix, imaginons, il gagne en fait. Donc j'y crois pas une seule seconde, mais imaginons que ça se passe comme ça. Est-ce que vraiment ça change la manière dont les gens vont se rappeler de LeBron au final ? Si, il gagne, oui, mais la probabilité qu'il gagne, elle est très faible. S'il gagne, je pense que oui. Je suis même pas tant sûr que ça, en fait. Est-ce que parce que lui, la dernière question qui reste pour LeBron, c'est de savoir est-ce que t'es le GOAT ou pas ? Est-ce que les gens pensent que t'es le GOAT ? Parce que c'est une question, de toute façon, il n'y a pas de t'es le GOAT ou pas. Mais est-ce que la majorité des gens penseront que tu l'es ? En allant rejoindre une autre super team, je sais, enfin, entre guillemets, parce que là, encore une fois, le terme de super team est hyper bâtard. Je sais pas si ça te fait changer de catégorie, en fait. Je sais pas si ça te fait passer le dernier cap. Non, ça. Non, mais après, la question, c'est aussi de savoir ce que lui pense. Est-ce qu'il a la même analyse ? Est-ce qu'il se dit effectivement, c'est trop compliqué, enfin, ça va pas le faire, et du coup, j'essaie de finir aussi bien que possible ? Ou est-ce qu'il se dit, il y a eu, même si tu as raison, il y a eu plus d'exemples de joueurs, de superstars vieilles qui n'arrivaient pas à finir proprement sur le plan collectif. Il peut se dire, tu parlais de Jordan, il peut se dire que Jabbar, son avant-dernière saison, il
il est champion aussi avec les Lakers. Alors, il n'était pas tout seul, hein, mais il peut se dire ça. Je sais pas, tout dépend aussi de. C'est là qu'on n'est pas dans la tête de LeBron et que moi, je passe mon temps à faire des interprétations sur ce qu'il a envie de faire, ce qu'il fait derrière en coulisses. C'est toujours très, très hypothétique, mais j'arrive pas à me dire qu'il commence pas une saison, même avec les Lakers, en se disant, je suis sûr qu'en tirant 2-3 ficelles, il y a moyen de se faire une équipe de fous. D'être compétitif jusqu'au bout et de gagner le titre. Et même si c'est sans doute erroné, parce que je l'ai dit dans ma question, je pense que là, en l'état actuel, quel que soit le coach qui arrive, ça peut être un crack du circuit universitaire comme Dan Hurley ou comme Jay Wright, ça peut être un mec un peu prometteur comme Redick, peu importe le profil, ça va être super compliqué avec l'effectif actuel, on l'a vu. Non, c'est clair. Après, tu as raison sur sa mentalité. Je pense aussi que c'est la mentalité du compétiteur où tu dis match après match. Mais bien sûr qu'on peut le gagner ce match. Je suis le meilleur ou tu vois, je suis un des meilleurs. Moi, effectivement, je pense que sa mentalité, c'est celle-là. La question, c'est de savoir pour les Lakers, en fait, quelles sont leurs philosophies à eux. Où est-ce qu'ils voient ça? Et est-ce qu'en interne, ils ont pu parler avec LeBron en disant non, nous, on va pas tout miser et tout l'avenir pour faire venir un tel ou un tel parce qu'on n'y croit pas. Nous, on est ravis de t'avoir. On veut t'avoir comme légende des Lakers, c'est que tu termines ta carrière chez nous et on mettra ton maillot au plafond avec les autres. Mais par contre, on mise pas l'avenir. C'est la question. Voilà, j'imagine que c'est les questions qui se posent quand même en interne du côté de Los Angeles. Ouais. Yes. Allez, je vous propose qu'on referme là. On en avait plein d'autres. Hein, vous en aviez une coup de cœur ou alors on les fait rapidement. Je sais pas si vous en aviez que vous vouliez qu'on tranche en 2 temps, 3 mouvements. Moi j'en avais un bâtard sur Miami. Ah pardon. moi aussi j'ai la même. Je suis sûr que je me demande si c'est pas la même. Est-ce que c'est pas un peu le déclin quoi? Est-ce que c'est pas le retour dans le rang pour de vrai? Est-ce qu'il y a pas parce qu'au final. Il n'y a pas beaucoup de pics, il y a des bons jeunes, il y a des bons joueurs, mais tu es bien parti pour être milieu du tableau pendant un moment en fait. C'était plus direct, c'était qu'est-ce que sont en train de foutre Jimmy Butler et le Miami Heat / Pat Riley, parce que il y a le truc dont on a déjà parlé, ça veut peut-être pas dire grand-chose, l'espèce de pics qui se sont envoyés, enfin avec Butler qui dit si j'avais été là, on aurait gagné machin, et Riley qui lui dit bon, on a déjà revenu dessus. Mais même la façon dont il se comporte, se pointer à Los Angeles avec un maillot des Sparks, hein, c'est de la WNBA, c'est pas grand-chose. Il va soutenir une joueuse qui n'arrête pas de le soutenir, donc c'est un bel hommage. Sauf qu'il fait des petites déclarations sur tous les petites vidéos qu'on a vues, où il dit franchement, le 22 sur le maillot de Los Angeles, ça rend bien quand même, hein, c'est fou. Sur 2-3 séquences comme ça, et sa situation m'a pas l'air de se décanter particulièrement. On entend des bruits selon lesquels le Heat n'est pas forcément sur le même en raccord avec Butler sur le montant, enfin sur le fait qu'il faut lui donner un supermax, qu'il va peut-être il commence à vieillir, que son état physique, ceci, cela. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe entre Butler et le Heat à l'instant T là. Oui, bonne question. Non, je sais pas. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont des effets de manche. Après, cet été, il y a pas mal de joueurs qui seront en fin de contrat du côté de Miami. Donc, l'effectif va de toute façon énormément changer cet été. Et moi, la question, c'était de savoir justement qu'est-ce que va faire Miami maintenant. Est-ce qu'ils arriveront un jour à faire venir un free agent? Finalement, Jimmy Butler, c'est le seul free agent de ce standing-là qui est venu, qui a voulu venir à Miami. Donc je me pose plein de questions, mais pour Jimmy Butler, il n'a pas vraiment son destin entre les mains, ou pas complètement en fait. Il a une saison encore complètement garantie, et derrière il sera potentiellement, il pourra activer son option à la fin de l'année prochaine. Je ne sais pas non plus ce qu'il aurait à gagner à partir à tout prix. Je pense que voilà, c'est des négociations. Lui, il veut toucher le supermax. Miami ne veut pas lui donner tout à fait le supermax. Ça ressemble à des négociations assez classiques. Enfin, classiques. Je pense que c'est des négociations classiques, mais que la forme que ça prend, c'est pas forcément ce à quoi on est habitué. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de l'identité du club et du joueur. Peut-être que je me gourre complètement, hein, mais moi, j'y vois pas plus que ça. Ouais, moi je pense qu'il troll un peu, mais en fait, qu'il y ait Butler ou pas Butler, moi je pense que Miami est condamné d'une certaine manière à rentrer dans le rang tant qu'il n'y a pas un autre joueur qui vient en fait. Ça, c'est clair. Quand je dis rentrer dans le rang, ça ne veut pas dire ne plus être compétitif parce que tu as quand même Rémi Raquez qui est un bon jeune, tu as Tyler Herro qui est un bon jeune, tu as Bam Adebayo qui est un super joueur, tu as Jimmy Butler qui reste un très bon joueur, tu as Duncan Robinson, bref, tu as des joueurs, donc tu peux être compétitif à l'Est. Quand je dis rentrer dans le rang, c'est en fait se retrouver dans cette place un peu bâtard où selon la saison, selon les blessures, tu alternes entre la
4e, 5e et la 10e place. C'est un truc, c'est large comme fourchette, mais quelque part à l'Est, est très ouverte. Donc, tu peux des fois aussi bien finir 10e que 5e. Et du coup, si tu finis 5e à l'Est, bien sûr que tu peux aller gratter un deuxième tour de playoff, etc. Mais je pense que Miami ne peut pas faire partie des candidats au titre. Je pense que Butler, il prend de l'âge, il est de moins en moins présent. Petit à petit, ça sera trop juste pour viser même une finale de conférence. Je le pense sincèrement, je le pensais déjà cette saison, que même une demi-finale, je trouvais que c'était trop. Même s'ils avaient eu Butler, je pense qu'ils seraient sortis contre Boston, très sincèrement. Et du coup, s'il n'y a pas un mec qui vient, comme tu as dit Théo, je me dis que Miami est parti pour rester pendant un moment dans ce milieu de tableau. Pas forcément le milieu de tableau un peu bâtard comme peut être par exemple un peu Atlanta, mais pas à la place non plus ultra excitante. Voilà. Une position un peu compliquée, un peu délicate où tu n'as pas de pic finalement. Tu ne draftes pas très haut. Et en même temps, si tu as quand même des joueurs, voilà. C'est particulier. Non, c'est clair. Dans tous les cas, mais même avant, en fait, ils avaient besoin d'un joueur en plus. Ça c'est simplement pas fait. Je veux dire, c'était le pari qui était, qui aurait potentiellement pu être payant. C'était celui de Oladipo. Et juste, blessure une nouvelle fois. Il y a eu aussi effectivement une série de blessures qui ont handicapé énormément Miami. Cet été, ils seront à nouveau agressifs, je pense, pour essayer de mettre en place soit des trades, soit essayer de faire venir des gens. Je sais pas, j'ai pas la solution, j'ai pas de réponse par rapport à tout ça. Juste, je suis pas particulièrement inquiet par le cas Jimmy Butler, parce que effectivement, c'est ce que tu dis, Antoine. Même si jamais ils se mettent pas d'accord avec Jimmy Butler et que Jimmy Butler est amené à partir, j'imagine qu'ils récupéreront malgré tout des choses en retour, et qui se réorganiseront pour la suite. Par contre, je partage ton avis dans le sens où, à court terme, s'il n'y a pas un autre joueur d'impact qui vient, je ne pense pas que Miami puisse être particulièrement ambitieux. Mais pour autant, je n'ai pas l'impression que ce soit, je sais pas, une espèce de code rouge d'alerte du côté de Miami. Tant qu'il y aura Pat Riley et Eric Spoelstra, je pense qu'il y aura une capacité à mettre sur le terrain, en tout cas des équipes compétitives. De créer des équipes au potentiel de championne, c'est autre chose. Mais c'est quand même ce qui a été le cas sur les dernières années, même si les saisons régulières n'ont pas été très bonnes. Du moins pas tous les ans, parce qu'il y a une année ils finissent premiers, non ? Il y a une année où ils finissent premiers à l'Est. Récemment, là, dans les c'est l'année où justement ils perdent en 7 manches contre les Celtics, c'est en 2022. Voilà, c'est ça. Donc leur bilan est quand même plutôt positif sur les dernières années, mais effectivement, il faut du renouvellement, c'est clair. Vous voulez... Ouais, Antoine, tu voulais leur poser une dernière ou Non, c'est sur Miami, ma dernière question. Donc ça rejoignait aussi. Ouais, ça. Pareil. Moi aussi, elle était sur Miami, j'en avais une autre, mais on l'avait déjà en partie traitée parce qu'elle impliquait aussi un peu Milwaukee. Non, je vous la pose quand même. Quand vous voyez ces finales, ma question, je l'avais formulée comme ça, mais elle est plus du côté de Denver. Je l'avais formulée de cette manière en disant, quand tu vois la finale, t'es plus dégoûté si t'es Milwaukee ou si t'es Denver. Au bout du compte, si t'es Denver, je pense que tu dois vraiment avoir quand même des regrets. Ouais, parce que si tu fais un Milwaukee, non mais Milwaukee c'est dur de se dire qu'ils ont des regrets parce que ça s'est tellement mal passé après la deuxième. Enfin, ils ont tellement pas été. Il suffit de voir le premier tour, les absences. Je pense pas. C'est dur de se projeter. Denver, ils avaient à peu près ils avaient l'équipe au max, donc ils peuvent se dire nous avec les armes qu'on avait, est-ce qu'on n'est juste pas tombé sur la mauvaise équipe au mauvais moment et est-ce qu'on n'aurait pas pu proposer après 2 matchs un meilleur challenge que Dallas. Ça c'est possible. Je pense plus quand même que Denver doit plus avoir de regrets que les Bucks. Les Bucks, c'est toute la saison qu'ils doivent regretter. C'est tout ce qui s'est passé, le choix du coach en premier lieu, les blessures. Et je ne vais pas encore dire le choix du deuxième coach, on n'en est pas là. Mais ouais, je pense que c'est dur de se projeter de se mettre à la place de Milwaukee. Et il y a trop de si, en fait. Alors que les Nuggets, c'est un adversaire, peut-être on peut se dire c'est un adversaire qui leur a pas convenu, et un peu plus de banc. Et ils peuvent se dire peut-être que cet adversaire-là, on l'aurait mieux négocié que ne le font les Mavs en ce moment. Et c'est pas du tout garanti, hein, ça dit, mais bon. Ouais, la question est dure. Je dirais les Nuggets, mais quelque part, moi, je continue de penser que les Nuggets ne seraient pas sortis les Mavs. C'est ce que j'ai dit depuis. Je continue de le penser, sincèrement, mais je pense qu'effectivement, des Nuggets qui arrivent en forme juste sur une série contre Boston, ils peuvent jouer les Celtics. Peut-être pas avec ce banc, mais les Celtics sont pas un gros banc non plus. Peut-être les Nuggets, mais j'ai l'impression que si tu es de toute façon à Denver, tu sais que tu vas revenir fort, en fait.
tu sais que l'an prochain, tu seras là, quoi. Tu seras là et tu seras plus fort. Ok, tu savais en commençant cette saison que tu serais moins fort que celle d'avant, mais je pense que la prochaine, tu sais que tu seras, tu vois, que cette fois-ci, tu seras plus fort. Donc, tu seras plus fort en 2025 qu'en 2024. Donc, si je suis à Denver, ouais, peut-être un peu de regret, mais surtout de la motivation de se dire, mais non, mais ça, c'est notre titre, en fait, là. Là, eux, ok, eux, ils gagnent, c'est bien, mais l'an prochain, on reprend notre dû, quoi. Peut-être un peu comme ça que je le verrai. Ouais, pour moi aussi, c'est Denver. Juste, je me dis, c'est vrai que finalement, tu dis, t'es passé à une mi-temps de ton game 7, là, game 7 perdu, gagné par Minnesota. Hein, c'est pas, je retire rien au succès des Wolves et à cette performance, mais je pense qu'il doit quand même y avoir pas mal de regrets du côté de Denver. Et je repense à la conférence de presse d'après-match du game 7, là où un journaliste pose une question qui est tout à fait logique à Mike Malone, et que Michael Malone le prend super mal en disant mais là, la saison est finie, qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est une question stupide ou je sais pas quoi sur justement les regrets de ce match 7. Je pense que ouais, cette deuxième mi-temps là, du Game 7, là, elle va empêcher Michael Malone de dormir un bon bout de temps. Et sur le moment, tu vois, je pense que tu peux sortir en disant ouais, bon, bah de toute façon, c'était pas notre année, on va repartir l'an prochain. Mais après, quand tu regardes les équipes qui continuent à jouer, que tu vois les ajustements que certaines équipes font par rapport à d'autres équipes, tu dois vraiment te dire, il y a quand même quelque chose à jouer cette année, quoi. Ouais. Bref. Yes. Écoutez, on va refermer ce podcast-là. N'hésitez pas à nous dire s'il y a si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nos grandes questions. S'il y en a d'autres, vous, qui vous semblez essentiels, on se donne rendez-vous très rapidement pour les CQFR, pour tout ce que vous savez, pour aussi nos analyses sur Basket Session. J'insiste, hein, vous pouvez aussi proposer vos sessions. Nous, on continue d'alimenter vraiment en continu, que ce soit en analyse, en news, en rumeurs, en brève, tout ça, c'est sur Basket Session. Et on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao, ciao. The game is out there, and it's either play or get played.